Bonjour les amis, nous sommes le vendredi 8 mai 2020, c'est un jour férié et nous sommes toujours confinés, mais en voie de déconfinement. Alors évidemment, comme nous sommes en voie de déconfinement, la presse va commencer à taper sur la deuxième vague, voire la troisième vague. Donc je vous mets dans les liens, ce n'est pas l'objet de cette émission, mais quand même, un des plus grands, le directeur de l'Institut de virologie du laboratoire de l'hôpital de San Rafael à Milan. Vous savez que Milan, c'est quand même l'épicentre nerveux, la Lombardie de ce Covid-19 en Europe. C'est là que ça a commencé, c'était très, très, très violent. Donc, il dit qu'il y a toujours de nouveaux cas qui arrivent, mais dans des états, ça n'a rien à voir avec l'état dans lequel ils arrivaient au mois de mars. Donc, évidemment, il raconte que ce virus s'affaiblit, ce que je vous raconte moi depuis très longtemps dans mes émissions, et qui va se transformer en simple rhume. Parce que je vous rappelle que le rhume que vous avez tous les ans, il est dû soit à des rhinovirus, soit à des coronavirus. Ça, évidemment, la presse évite d'en parler parce qu'il faut toujours maintenir la peur, la peur, la peur. Et donc, il dit qu'il n'y a quasiment plus, pour les nouveaux cas, d'insuffisance respiratoire, de pneumonie, et qu'il va disparaître rapidement. Ce que Didier Raoult et d'autres virologues célèbres dans le monde entier disent, mais évidemment, la presse mainstream dit que c'est des rigolos qui s'y connaissent rien et que c'est scandaleux ce qu'ils disent. Voilà. Par contre, il y aura bien une deuxième vague, moi je vous l'annonce, parce qu'on me le dit de partout. Dans des CHU, beaucoup de gens se sont ennuyés de docteurs pendant 2 mois, pas d'aide à apporter, ils faisaient des horaires tranquilles de bureau. Par contre, il se prépare effectivement à un raz-de-marée des rendez-vous repoussés, des maladies sérieuses aggravées, des cancers pas pris à temps. Et là, oui, il va y avoir sans doute une deuxième vague dans les hôpitaux. Et donc, comme on voulait parler de la presse et que j'avais fait une émission Coronavirus, le gouvernement mondial sort de l'ombre avec Valérie Bugeaud, qui rien que sur ma chaîne avait été vue à 275 000 vues et qui a été reprise par de nombreuses autres chaînes et je leur en remercie. J'ai entendu que Valérie était invitée sur Spoutnik, elle était invitée sur BFM Business. Je dis chouette, c'est génial, je vais écouter ce qu'elle a à dire. Et puis patatras, nulle part quoi. Valérie, bonjour. Bonjour Sylvano. Oui. Alors, tu veux que je t'explique pourquoi pourquoi la chaîne Spoutnik n'a pas diffusé? Eh bien, pour une raison particulière, c'est que dans mon interview, alors déjà j'avais préparé un papier écrit, mais à l'oral, on ne dit pas exactement la même chose qu'à l'écrit. Et l'interview avait beaucoup tourné autour d'un article que j'avais accessoirement cité à l'écrit, qui venait du site Strategica 51, qui apparemment a l'air réputé pour diffuser des fake news. Et dans ce site, il avait été évoqué une question de guerre bactériologique. Et donc, pour cette raison-là, Spoutnik a renoncé, un peu au dernier moment, même tout à fait au dernier moment, à diffuser l'interview, qui s'était par ailleurs fort bien passée avec la journaliste. Alors, pour ce qui est de, de BFM Business, alors là, j'étais encore beaucoup plus surprise d'être approchée, pour tout te dire. J'ai même beaucoup hésité parce que, étant donné la capitalisation de ce média, j'avais quand même des suspicions que j'estime légitimes. Mais finalement, la journaliste a un peu, comment dirais-je, désarmé ma méfiance. Elle a accepté les conditions que je lui avais posées, c'est-à-dire de préparer un texte écrit que je me réservais de publier ultérieurement, de passer en effet en direct. Elle a dit que je n'avais pas de contradicteur, donc je ne risquais pas de tomber dans un traquenard, comment dirais-je, dialectique ou rhétorique, parce qu'ils sont quand même très forts, les journalistes mainstream, pour ça, et je ne suis pas forcément très armée pour éviter tous les pièges. Manque un peu d'expérience et puis aussi comment dirais-je, de formation à ces sujets-là. Donc finalement, j'avais accepté et en effet, l'interview a eu lieu en direct sur le réseau Instagram. Mais il se trouve que le problème est venu ultérieurement, c'est-à-dire qu'après l'émission, la journaliste, apparemment, elle ne peut pas enregistrer l'émission au moment où l'émission se fait.
Donc, elle attend que l'émission soit terminée, elle l'enregistre et elle la diffuse après sur YouTube. Donc, ce qui fait un public beaucoup plus, ça touche un public beaucoup plus vaste que les seuls participants à Instagram au moment de la réunion. Et en fait, c'est là où le problème s'est posé, c'est-à-dire que quelques minutes après l'interview, elle m'envoie des messages en disant c'est fou ce qui se passe, ça m'est jamais arrivé, c'est incroyable, c'est de la censure, la vidéo a disparu, je ne peux pas l'enregistrer, donc je ne peux pas la diffuser. Donc, bon, elle avait l'air honnête. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il se peut aussi qu'elle ait été contrainte par d'autres raisons, mais a priori, je n'ai pas de raison valable de ne pas croire ce qu'elle me disait. Elle me disait que les 2 interviews qu'elle avait faites dans l'après-midi avaient été censurées. Et la raison invoquée, c'est que sur Instagram, les vidéos ne doivent pas dépasser 20 minutes, sinon le serveur n'est pas suffisamment puissant pour les enregistrer et les rediffuser. Donc voilà la raison. Enfin bon, elle est journaliste, elle travaille depuis le confinement sur Instagram depuis toujours. Elle n'était pas au courant de ça, ça paraît un peu curieux quand même, parce que je pense que les interviews, ça peut quand même relativement aisément, comment dirais-je, dépasser de quelques minutes le temps imparti au départ. En plus, elle m'avait parlé quand même d'un temps d'antenne de 30 minutes. Ça, c'était, et puis là, on découvre que en fait, c'est que 20 minutes. Bon, il y a quand même des éléments un peu curieux. Après, elle a voulu qu'on refasse l'émission le jour même. Finalement, ça ne marchait pas. Et le lendemain, elle m'a ressollicité en disant on va la refaire, mais il ne faut pas dépasser 15 ou 20 minutes. Et je lui ai dit que en fait, ça avait déjà été très court. J'avais déjà pas pu aborder tous les sujets avec elle, avec le temps qui dépassait la limite impartie. Donc, j'estimais pas judicieux de faire une émission plus courte, d'une durée plus courte, sauf à la faire sur un autre support et à ce moment-là, respecter le délai de 30 minutes qui avait été annoncé au départ. Et puis là, j'attends. Peut-être que j'aurai des nouvelles, peut-être pas. Enfin, on ne sait pas. Voilà, donc c'est pas, vous voyez, c'est une censure relativement soft. On peut pas parler de censure dure, mais on peut parler quand même d'évitement. Enfin, la question, c'est d'éviter en fait d'avoir un public suffisamment large, puisque effectivement Instagram, ça a été une émission en live sur Instagram, ça touche un public réduit. Alors qu'une émission qui passe sur YouTube, vous pouvez la rediffuser, transmettre le lien, et là, c'est beaucoup plus, vous touchez un public beaucoup plus large. Et c'est vrai que les sujets que j'abordais étaient des sujets, on peut dire, de géopolitique du coronavirus, et en particulier, j'abordais beaucoup la question de la problématique, comment dirais-je, juridique, mais surtout politique et constitutionnelle française suite à cette pandémie qui s'est déclarée de façon impromptue en France et dans le monde. Voilà. Donc, je mettais l'accent sur les incohérences du discours public, du discours politique par les décideurs, qu'ils soient du reste politiques ou qu'ils soient des relais de décision, comme tu l'as parfaitement évoqué, les problématiques de l'ordre des médecins, enfin, qui s'opposent au traitement. Donc, on a d'un côté une opposition de fait et relativement radicale à ce que les gens se soignent. On a en tout cas beaucoup d'empêchements à ce que les gens se soignent, se protègent. On a vu toute l'histoire des masques, l'histoire de la chloroquine qui disparaît, etc. Enfin bon, tout un tas d'événements que tu connais beaucoup mieux que moi puisque tu as travaillé dessus depuis le début. Et puis d'un autre côté, on a les pouvoirs publics qui se mettent d'un air un peu génial à demander aux gens un maximum de restrictions de leur liberté pour leur bien. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans le discours politique. Et on se rend compte que par ailleurs, le gouvernement a utilisé cet état d'urgence qui n'en est pas un, puisque l'article 16 de la Constitution n'a jamais été respecté dans cette histoire. En fait, on est totalement hors cadre légal, hors cadre constitutionnel, puisque soit on est dans un fonctionnement normal des institutions, soit on est dans l'état d'urgence de l'article 16. Et là, on est à la fois dans un fonctionnement tout à fait anormal des institutions, parce que le Parlement n'a pas eu les moyens depuis le début de se réunir de façon normale, et on n'est pas non plus dans l'article 16. Donc en fait, le gouvernement a tous les pouvoirs pour faire passer tout ce qu'il veut. Et on s'est rendu compte, en l'occurrence, qu'il en avait profité pour faire passer
un décret l'autorisant à signer un contrat cadre avec l'OMS de renforcement de la collaboration avec cette organisation internationale. Donc ça s'appelle s'autoriser à signer un traité international avec une organisation internationale et sans aucun contrôle d'aucune sorte. Donc on est hors de l'article 16, hors de l'article 53 de la Constitution. Le Parlement, on est dans une impossibilité manifeste de fonctionnement normal des institutions puisque le Parlement ne peut pas se réunir de façon normale. Donc, si tu veux, on est vraiment là dans une zone de non-droit dans lequel, visiblement, pour le gouvernement, la Constitution, l'État de droit, les principes généraux du droit sont des ressources optionnelles. Voilà. Donc, si tu veux, ça n'augure rien de bon pour l'avenir parce que c'est un précédent, d'une part. D'autre part, à partir du moment où on a un gouvernement qui ne respecte plus aucune hiérarchie des normes, plus aucun état de facto, plus aucun état de droit interne, tout est possible en fait. Donc c'est quand même, cette histoire est quand même extrêmement inquiétante. D'autre part, comme ils ont estimé utile de proroger l'état d'urgence sanitaire, qui n'est pas un état d'urgence constitutionnel, comme je viens de te l'expliquer, eh bien, ça va continuer jusqu'en juillet, quoi. Voire plus. Enfin, je ne sais pas, parce que pour l'instant, on parle du coronavirus Covid-19, mais rien ne nous dit qu'à l'automne, un nouveau Covid-20 ne va pas arriver. Enfin, je veux dire, les virus, on est environné de virus en permanence. Certains sont très dangereux, en effet. Peut-être que les prochains seront encore beaucoup plus dangereux que le Covid-19. On ne peut pas anticiper ce genre de choses. Donc, en tout cas, moi, je ne peux pas. Donc, si tu veux, voilà, la discussion avec BFM Business et Jeanne Baron tournait autour de ce genre de sujet. J'ai évoqué aussi, j'ai rappelé la très bonne analyse qu'avait faite Régis de Castelnau sur l'amendement malheureux du Sénat qui se garantit de toute responsabilité. Enfin bon, tout un tas de choses qui étaient effectivement un peu sensibles au niveau politique. Voilà. Et là, on se rend compte, d'abord, je rappelle aux auditeurs que Valérie est docteur en droit, hein, donc c'est pour ça qu'elle connaît très bien tout ça. Et là, on se rend compte que tu avais raison dans la précédente émission. Il n'y a pas d'opposition en France, parce qu'au Sénat, ils ont tous voté pareil. C'est juste hallucinant. Oui, alors en fait, le Sénat, il faut se rendre compte que c'est un réflexe corporatif de peur, puisque avec cette loi d'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a imposé des conditions tellement drastiques, tellement dérogatoires à l'ordre commun, au droit commun, tellement dérogatoires à l'ordre public que nous connaissons, et tellement, dérivant tellement vers une tendance un peu autoritaire, alors que, comme tu l'as parfaitement documenté par ailleurs, les techniques de lutte effective contre ce virus n'étaient pas mises en œuvre par ce même gouvernement et ses relais locaux ou d'intérêt, comme peuvent l'être les ordres professionnels, et en particulier, je pense à l'ordre des médecins. Et donc, si tu veux, cette double visibilité fait que les sénateurs ont pris peur, sont des élus, ils se sont dit, et comme Régis de Castelnau l'avait parfaitement expliqué, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des plaintes au pénal de façon drastique. Et c'est les élus qui se retrouvent au front, en fait, puisque les membres du gouvernement sont protégés par la Cour de justice de la République. Et la Cour de justice de la République, tout est filtré par le Parlement. Donc, si tu veux, tu n'avais aucune chance. Dans une alliance entre le Parlement et l'exécutif, tu n'as aucune chance que les plaintes devant la Cour de justice de la République arrivent à maturité. Par contre, étant donné que le gouvernement, enfin que le Parlement a eu peur et a compris qu'en fait, il était envoyé au front, enfin, ces élus étaient envoyés au front par le gouvernement, ils se sont protégés en retour, mais ce qui veut dire qu'ils ont peur. En fait, ils ont compris qu'ils allaient se retrouver en première ligne. Donc, il n'est pas exclu que justement après l'effet secondaire de cette action, c'est que le Parlement décide de ne plus filtrer les plaintes qui vont arriver devant la Cour de justice de la République. Et là, nous allons avoir peut-être un spectacle intéressant dans lequel, effectivement, des membres du gouvernement vont être attraits en responsabilité devant cette Cour. Pour moi, c'est ce qui est un peu nouveau, si tu veux. Donc, il ne faut pas avoir une vision trop binaire des choses. C'est-à-dire que
l'opposition n'existe pas de facto, puisque enfin, moi, ce que j'explique, c'est que le parlementarisme, c'est une plaisanterie. Ça n'a jamais été le parlementarisme à la mode britannique que nous connaissons, représentatif, n'est pas une technique viable pour mettre en œuvre une démocratie, puisque en réalité, ça donne le pouvoir aux puissances d'argent. Donc, si tu veux, dans ce cadre-là, effectivement, de toute façon, dès le départ, structurellement, si tu veux, l'opposition est encadrée, voilà, encadrée, quoi qu'il arrive. Alors, effectivement, quand il y avait une opposition géopolitique forte entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, bah ça, il y avait des répercussions chez nous, donc ça fonctionnait quand même avec quand même des partis opposés qui se donnaient la répartie. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a plus ça à l'international, on ne peut pas compter sur nos propres institutions pour être si tu veux, pour organiser une démocratie dans le sens où il y aurait un contre-pouvoir. Voilà. Le plus inquiétant, c'est que tu as raison, parce que dans tous les pays européens, on observe quasiment la même chose, quoi. Bah oui, c'est un spectacle assez édifiant et assez triste, mais en même temps, ça fait penser à une époque où les choses apparaissent au grand jour, alors qu'elles étaient cachées jusqu'à présent. Et là, tout d'un coup, on se met à comprendre, à découvrir la réalité qui était cachée sous des matelas de plumes, quoi. Ouais. Le plus extraordinaire, c'est de signer un accord avec l'OMS, alors que l'OMS a tout fait faux depuis le départ. Un Et que, accord cadre, alors que l'OMS est maintenant devenue une entité quasiment privée. Enfin, je veux dire, étant donné que même les États-Unis ont supprimé leurs subventions à cette organisation, on comprend qu'elle est tenue par des entités privées. Donc, de quel droit un État se permet-il de signer un contrat cadre en plus? Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de développement à ce premier contrat, sans autorisation parlementaire. Enfin, c'est dément, là. On arrive vraiment à une situation dans laquelle, si tu veux, ce qui sert de gouvernement à la France montre son vrai visage et totalement aux ordres globalistes. Et en fait, c'est un gouvernement d'intérêt privé. Ça n'a rien à voir avec un gouvernement politique d'un pays. C'est strictement, on est dans une autre dimension. Sauf que ça se voit, voilà. La crise du Covid a permis de mettre en exergue le fait qui était déjà quand même relativement évident avant, parce qu'avec toutes les privatisations, enfin, il y en avait déjà eu pas mal de modalités pratiques qui nous permettaient de comprendre que ce gouvernement n'était pas au service des Français et du service public et de l'intérêt commun. Mais là, ça devient tout à fait évident. Voilà. Et ils ont quand même détruit une économie, parce que là, maintenant, ça va être aussi la deuxième vague du Covid, c'est-à-dire les gens vont s'apercevoir des dégâts du fait Ah de… oui. Ouais, là, ça va saigner. Et puis, même, il va y avoir des remous. Bah, de toute façon, il est clair que quand on attaque comme ça des économies, il y a des effets après sur les monnaies. Et donc, si tu veux, les répliques sismiques de ce phénomène n'ont pas encore dévoilé toute leur nocivité. On va connaître ça par la suite. Il va y avoir tout un flot de faillites. Les banques elles-mêmes vont avoir des problèmes de bilan, puisque dans leur actif, ça va être des créances douteuses d'entreprises qui n'existent plus. Enfin bon, c'est des réactions en chaîne qui font que l'avenir économique est extrêmement inquiétant, enfin, se présente de façon extrêmement inquiétante, surtout dans un contexte où nous sommes déjà extrêmement endettés. Donc, enfin, là, on arrive vraiment, si tu veux, au pied du mur. Et soit les choses changent de façon relativement radicale, c'est-à-dire en reprenant une mainmise politique sur les événements économiques, soit ça n'arrive pas, et dans ces cas-là, on va enfin, les Français vont se retrouver dans un état de misère et d'insécurité définitive, quoi. Enfin, avec plus aucun service public qui fonctionne. Voilà. Et tu ne crois pas que c'est le but, échanger après, par la suite, un peu de la liberté contre de la sécurité, justement? Oui, bah, tu sais ce qu'il en est. Quel président américain, son nom m'échappe, hein, qui disait que de toute façon, ça ne marchait pas et les gens qui acceptaient ça perdaient finalement tout et qu'ils le méritaient. Et c'est vrai. Euh, on ne doit pas sacrifier la liberté humaine au profit d'une sécurité qui est extrêmement aléatoire et de toute façon, comment dirais-je, temporelle. Enfin, on ne peut pas justifier d'une perte de liberté définitive sur un sujet de sécurité conjoncturelle.
enfin, c'est aberrant. Et puis, ça montre aussi une absence de, comment dirais-je, de colonne vertébrale un peu des gens qui n'ont pas conscience finalement des enjeux euh, de la vie politique. La vie politique, ça concerne tout le monde. Enfin, la plupart des gens disent on se désintéresse de la politique, mais la politique ne se désintéresse jamais des gens. Donc, il faut quand même juste réfléchir en termes d'enjeux et en termes comment dirais-je, d'avenir. Voilà, Mais ils s'en désintéressent surtout parce qu'ils disent bonnet blanc, blanc bonnet, quoi. Lui, c'est le même. oui, en même temps, on ne peut pas leur donner tort, puisque c'est ce que je t'ai expliqué, le système est fabriqué de telle façon qu'il est vicieux au départ. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'on comprend que les gens se désintéressent. Et oui, mais il faut sortir de cette dialectique faussée, si tu veux. Voilà, c'est le système est vicieux, il faut trouver un système qui permette de respecter et d'intéresser les gens à la vie publique. Parce que la vie privée, c'est aussi une petite partie de la vie publique. Oui, mais pour arriver à ça, il faut changer les lois. Et pour changer les lois, il faut arriver au pouvoir. Ça serait Non, il aussi... faut changer les institutions, en fait. C'est Et- beaucoup plus que les lois. Et une oui. fois qu'on change les institutions, en effet, il faut faire un sérieux nettoyage de printemps civilisationnel sur les lois. Parce que là, on a subi de considérables modernisations du droit ces derniers temps qui nous ont fait régresser du point de vue civilisationnel dans des conditions qui n'ont jamais existé auparavant. Enfin, c'est quand même totalement, totalement impressionnant. Enfin, voilà. Mm. Je Et, parle de toutes les branches du droit, et en particulier le droit civil, mais aussi, enfin, tout est concerné, quoi. et donc, justement, c'est l'occasion avec ce Covid, parce que moi, je vois dans d'autres pays européens des nouveaux mouvements naître ex nihilo, qui sortaient, qui n'existaient pas avant. Et donc, j'en discutais, on en parlait dans mon émission avec Michel Taube, qui disait peut-être que c'est l'occasion de voir apparaître de nouvelles têtes, de nouveaux partis. Bah, écoute, moi, je suis extrêmement sceptique sur la nécessité de partis politiques, parce que les partis politiques, c'est les auberges espagnoles, si tu veux. On y met tout et n'importe quoi, et leur point faible, c'est le besoin de financement. Voilà. Donc, je ne crois pas que la libération pourra venir d'un quelconque parti politique. En revanche, de mouvements spontanés d'autodétermination, comme le sont partiellement, mais sérieusement, les gilets jaunes, en tout cas les gilets jaunes constituants, comme peuvent l'être d'autres mouvements dont je n'aurais pas connaissance à l'étranger. Oui, ça, c'est valable, si tu veux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est l'organisation profonde de la politique et de l'État qui est à revoir. C'est pas simplement faire émerger un nouveau parti pour, voilà, après ça repart comme en 40, quoi. Donc c'est quand même un sujet de fond et qui va nécessiter une expérimentation, quoi qu'il arrive. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et puis, il ne faut pas compter sur une personne qui va sauver tout le monde. Il faut que ce soit une coopération collective et une reprise en main des intérêts publics par les individus qui appartiennent et qui font collectivité, en fait. Donc, c'est un sujet qui est assez important, mais en effet, qui apparaît de façon évidente maintenant avec cette histoire du Covid, en tout cas en France, puisque là, nous, on est carrément un cas d'école, hein, quasiment. On a vraiment eu droit à tout. Hein. Voilà. Tu veux en parler? C'est quoi les gilets jaunes constituants? Bah écoute, moi je les connais pas tous, hein. Mais effectivement c'est un mouvement qui me semble être en tout cas pour certains d'entre eux, qui me semblent être des gens qui ont bien compris que le problème central venait de, si tu veux, de l'émission monétaire qui est tombée dans des mains privées, que ce problème-là engendrait un problème sur l'économie puisque ça permet finalement aux financiers de contrôler l'économie en finançant les entreprises qui leur agréent. Et puis voilà, si tu veux, quand tu as le contrôle de la monnaie, c'est toi qui détermines l'affectation des ressources monétaires. Et donc, ça te permet d'orienter tout ce que tu veux dans le sens que tu veux. Et si tu veux, je pense que les gilets jaunes constituants ont compris ça. Et ça, c'est très, très important puisque c'est vraiment le cœur du problème auquel nous faisons face collectivement. C'est que l'émission monétaire, et c'est vrai en France, mais pas du tout qu'en France, malheureusement, ça s'est passé par si tu veux, ça s'est généralisé avec la création des banques centrales qui ont permis un contrôle
centralisée de la monnaie dans chacun des États et ensuite un contrôle de cette centralisation par des intérêts privés, des entités privées qui se cachent derrière l'anonymat et derrière une multitude d'entités, de personnes morales, si tu veux, dont on ignore à peu près tout des véritables décisionnaires. Donc, c'est toute une organisation qui s'est mise en place. Alors, tu as des gens qui parlent de capitalisme. Moi, je n'aime pas trop ce terme parce que le capitalisme, si tu veux, c'est idéologique. Ça me semble une problématique envisagée d'un point de vue idéologique. Or là, moi, ce dont je parle et ce contre quoi ce sur quoi j'ai travaillé depuis le début, c'est pas une problématique idéologique. C'est une volonté de domination radicale de la part de quelques personnes protégées par l'anonymat qui ont, si tu veux, avec la question de la cartélisation du début du XXe siècle, comme une pieuvre qui diffuse ses tentacules partout et qui prend possession en toute tranquillité, puisque en tout anonymat, d'institutions privées, et en particulier d'États. Mais regarde avec l'OMS ce qui s'est passé. On assiste exactement au même sujet où tu as des entités apparemment publiques qui en fait sont contrôlées par des privés. Donc c'est rampant, si tu veux, c'est une prise de contrôle rampante, mais qui est effective, enfin qu'on ne peut pas ignorer. Et puis ce Covid aussi a mis à nu toutes les difficultés de l'Europe. On a vu que l'Europe ne savait rien gérer, chacun faisait dans son coin. La preuve, la France signe un accord cadre avec l'OMS, je me demande ce que les autres en pensent. Et puis on a vu les pays qui avaient besoin de sous, qui n'ont pas été aidés par les pays riches de l'Europe. L'Italie, je rappelle, qui a été aidée de suite par la Chine, Cuba, la Russie, la Norvège, personne, les Chinois, personne d'Européens. Et puis maintenant, on voit que les pays riches d'Europe, comme en Allemagne, avec la décision, l'avertissement du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui dit attends, c'est pas open bar là. Oui, écoute, c'est ce que on avait abordé justement ce sujet aussi dans l'émission, c'est-à-dire que tu sais que l'Union européenne, c'est une construction qui est totalement artificielle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle a été créée par du temps de la domination américaine. Et à cette époque-là, si tu veux, tu avais des entités à la fois globalistes et patriotes qui étaient main dans la main pour mettre les anciens empires européens sous tutelle. Là, tout le monde était d'accord pour ça. Maintenant, on assiste à une guerre radicale et à mort entre la partie patriote et la partie globaliste de l'Empire américain. Donc, si tu veux, c'est comme un couple qui divorce, quoi. Et donc, évidemment, il y a des effets sur les enfants. Et l'Union européenne, c'est le fruit de cette ancienne alliance entre patriotes et globalistes anglo-américain, enfin anglo-saxon. Donc, si tu veux, il est évident que l'Union européenne va subir des secousses très fortes. Et effectivement, avec cette histoire de Karlsruhe, eh bien, c'est la faction patriotique allemande qui refuse, et qui refuse déjà depuis un bon moment, de payer, si tu veux, pour tous les États qu'ils estiment endettés, alors qu'eux-mêmes se retrouvent dans une situation économique délicate, qu'ils vont devoir faire aussi à une augmentation de leur propre dette, que leur économie ne va pas repartir du jour au lendemain. Donc, ils disent, ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter nous-mêmes de nous effondrer et de recevoir en plus toutes les dettes et les déficits des États voisins. Donc, en fait, c'est du pragmatisme. C'est un instinct de survie, si tu veux, et ça ne peut venir que de patriotes. Et en effet, ce sont eux qui sont à l'origine de ce coup de semonce qui met à mal le fonctionnement de la Banque centrale européenne. C'est ce que j'expliquais. Je recommande un article de Jean-Claude Werbrook qui explique très bien que le problème, c'est pas quand la Cour demande à ce que la BCE justifie l'excès d'achat de dette publique allemande, les effets secondaires sont beaucoup plus importants. C'est parce que dans le fonctionnement de la Banque centrale européenne, il y a une répartition des actifs entre les différents pays. Et en fait, si la Banque centrale s'est mise à acheter des bons allemands, c'est parce qu'elle ne pouvait pas acheter plus de bons italiens sans augmenter aussi ses achats. Donc, ça veut dire que comme l'Italie a un besoin énorme de financement,
eh ben, elle était bloquée. Voilà, la Banque centrale est bloquée par le fait que, donc, à partir du moment où l'Allemagne met un point d'arrêt aux achats de bons allemands, ça bloque aussi les achats d'actifs des autres pays. Et si tu veux, ça va poser un sérieux problème de fonctionnement à la Banque centrale européenne. Et puis par ailleurs, cette cour de Karlsruhe a aussi euh, évacué, sous prétexte de démocratie, ce qui fait un peu rigoler entre nous, le fait que la Cour de justice de l'Union européenne avait donné son libre accord à cette augmentation de bons du Trésor en 2018. Donc, c'est non seulement la Banque centrale européenne qui est en cause, mais également le fonctionnement juridictionnel de l'Union européenne avec la Cour de justice qui est mise en question. Donc, c'est assez intéressant, mais en même temps, bon, les prétextes, enfin, la démocratie, voilà, c'est un prétexte un peu fallacieux parce que depuis le début de la construction européenne, tout le monde se moque éperdument de la démocratie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Mais que ça sorte maintenant est tout à fait symptomatique de cette guerre entre patriotes et globalistes qui existe dans tous les pays, mais en particulier dans le pays tutelle de l'Union européenne. Voilà. Mais elle existe aussi dans les pays de l'Union européenne, puisque ce n'est pas les globalistes allemands qui s'opposent, si tu veux, à l'achat de dettes. C'est clairement des gens qui sont issus du système économique et qui sont patriotes au sens où ils n'ont pas envie de tout perdre. C'est aussi un réflexe de survie, quoi. Mmh. Et je pense aussi qu'ils n'aiment pas trop l'arrogance de notre président qui donne des leçons à tous aussi. Oh oui, notre président, ils l'ont, je pense, clairement identifié dans le camp adverse. Donc, je pense que c'est pas qu'une question d'accord de personnalité. Là, on est dans des enjeux financiers, économiques et politiques majeurs. Hein. C'est pas, je ne crois pas qu'on puisse mettre en avant des problèmes de personnalité entre les uns et les autres, même si ces problèmes existent toujours, évidemment, se posent à un moment ou à un autre. Mais là, les enjeux sont tellement colossaux qu'il s'agit de bien autre chose. Ouais, c'est vrai. Même en parlant de tout à fait autre chose, je ne suis pas supporter de foot, hein, mais j'ai plein d'amis qui sont fans de foot, donc ils sont un petit peu sevrés du fait de ne plus voir de match de foot en ce moment. Et puis, je me demande leur tête quand ils vont voir les championnats allemands, anglais, espagnols, italiens reprendre en disant « Mais attends, mais pourquoi nous, on ne reprend pas ?» Ah bah ouais, bah c'était l'inverse au départ, souviens-toi, ça s'était arrêté partout sauf en France. Donc voilà, c'est juste retour d'expérience. Oui, mais Emmanuel Macron voulait arrêter le championnat de France, c'est fini. Il y Oui, a oui, il a arrêté, mais un peu tardivement, si tu veux. Non, 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 mais là, le championnat, en fait, il a fini, quoi. Il a dit, et je souhaite que tous les championnats européens s'arrêtent. Tu te rends Ah compte? oui, oh, En bah, plus, il donne des ordres aux autres. Et les autres, ils ont ah dit, oui, bah ça non. c'est le plus intéressant, oui, ça Ah oui, c'est oui. Et donc, ils c'est disent, bah un non. élément tout à fait fondamental de sa personnalité jupitérienne, comme les médias l'ont très justement, certains médias l'ont très justement qualifié. Et là, il va y avoir aussi maintenant les médias qui sont un petit peu embêtés parce qu'ils s'aperçoivent bien que tout ce qu'ils ont raconté ne va plus tenir. Toutes les études sortent à la chaîne sur l'hydroxychloroquine. En Italie, le plasma, tu sais, le plasma sanguin qui soigne, ça fait le même scandale que l'hydroxychloroquine. On n'en veut pas. Donc, on voit tous les pays qui ne veulent pas soigner, sauf l'Allemagne très pragmatique qui a soigné avec tout ce qu'elle avait. Tout ce qui est interdit en France, l'ozonothérapie, les intraveineuses de vitamine C. Il ne faut pas non plus magnifier trop l'Allemagne parce que je ne sais pas si tu as été au courant, mais il y a une juriste qui s'est opposée à la constitutionnalité justement de la loi d'urgence Covid, là, qui a été internée chez les fous. Donc, bon, je ne sais pas si c'est un exemple à tout point de vue, l'Allemagne. Hein. Et puis, bon, avec les lois Hartz et compagnie, on se rend compte quand même que les Allemands sont ceux qui ont le plus perdu en niveau de vie dès les années 80, je crois. Tu vois, c'est l'Allemagne. Il y a des tensions opposées en fait dans ce pays, plus que chez nous, parce que nous, on a été tellement amortis, tellement soumis qu'il n'y a plus vraiment de velléité d'opposition. Alors qu'en Allemagne, il reste des oppositions fortes de la part du milieu économique qui, au départ, avait gagné, effectivement, était bénéficiaire de cette Union européenne artificielle et qui, aujourd'hui, va se trouver lourdement perdante à ce système tel qu'il est en train d'évoluer.
Donc, c'est ces gens-là qui se rebellent, si tu veux, mais tu as une partie des Allemands qui ne se rebellent pas. Je rappelle quand même que Macron est d'accord avec Merkel et la présidente de la Commission européenne pour faire une vaste campagne de levée de fonds dans laquelle Bill Gates va avoir un rôle majeur pour quand même cette histoire de coronavirus, pour financer des vaccins et des recherches médicales. Hein. Et puis de toute façon, je rappelle aussi que Macron, bon, alors là, je quitte l'Allemagne pour revenir en France. Macron a déjà mis en œuvre cette histoire-là, parce que alors là, je renvoie aussi nos auditeurs et tes auditeurs à un article de Régis de Castelnau qui s'offusque que les Macron aient entrepris de liquider le patrimoine mobilier de l'Élysée au profit d'une association dont Brigitte Macron est présidente. Donc, on a un patrimoine public qui tombe dans les mains d'une association finalement d'intérêt plutôt privé et qui rentre dans le cadre justement de ce financement de la lutte, n'est-ce pas, contre le Covid. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, en Allemagne, il ne faut pas magnifier tout non plus. Je veux dire qu'il y a des tendances opposées mais elles se manifestent au moins, alors que chez nous, elles ne se manifestent pas du tout. Oui, oui, oui. Et puis j'étais très étonné de ça parce que en France, on dit que Merkel a 89% d'avis positifs dans les sondages. Donc je disais ça à un correspondant allemand. Il fait mais t'es fou, toi, Merkel, c'est fini, quoi. Elle va arrêter parce qu'elle va pas pouvoir supporter tous les reproches qui vont tomber là et toutes les actions en justice qui sont en cours en Allemagne. Par contre, oui, tu as raison sur ces internations. J'ai suivi ça. Il y en a aussi en Suisse. Oui, tu parles de, oui. Ouais, j'ai aussi suivi ça en Suisse. Et pour ceux qui n'avaient Oui. pas suivi, Madame Macron a décidé de vendre du mobilier de l'Élysée, enfin de vendre, non, de le donner à cette association ou le vendre et donner l'argent à l'association. Il faut remettre les choses au point. Le mobilier de l'Élysée n'appartient pas aux Macron. Ils n'ont pas le droit de décider du destin du mobilier, du patrimoine public de l'Élysée. Ils n'ont aucune légitimité à transférer ces biens mobiliers à une association. Aucune. Et ça, je renvoie une fois de plus les auditeurs à un très bon article de l'avocat Régis de Castelnau, qui a un site qui s'appelle Vue du droit et qui explique très bien ces manipulations scélérates. Hein. Parce que là, une fois de plus, l'état de droit, la hiérarchie des normes, la distinction entre public et privé, tout ça, c'est optionnel hein, pour le président jupitérien et pour son gouvernement. Nous sommes là dans une zone définitive de non-droit. Et là, c'est quand même une époque extraordinairement dangereuse pour les Français. Hein, il faut s'en rendre compte. Mm. Je sais bien. Je sais bien. Et puis, donc, à partir de lundi, il va y avoir le déconfinement. Moi, je vais t'avouer, je n'ai pas tout suivi. Hein. Je ne sais pas qui déconfine ou pas. Moi, j'irai au boulot lundi, comme d'habitude. Je verrai bien s'il y a plus de gens sur la route. Hein. Je n'ai pas tout compris. Mais je pense qu'il va aussi falloir faire attention à la grande distribution française parce que je vois qu'ils mettent une pression énorme puisque les agriculteurs ont des surplus alimentaires dans tous les domaines. Donc, ils leur mettent une pression énorme à la baisse et eux en profitent pour augmenter les prix dans les magasins. Quoi. Ça, c'est inadmissible. Oui, alors ça, non, mais voilà, ça fait partie des choses, tu as raison, absolument inadmissibles et qui devraient être sous contrôle politique, qui, bon, pour des raisons hein, qu'on a déjà élucidées, ne l'est pas. Mais il y a aussi un autre élément qui me paraît tout à fait fondamental et qu'on pourrait aborder, c'est que alors que les marchés ont déjà anticipé d'éventuelles pénuries alimentaires, du fait évidemment de tout ce qui s'est passé, du confinement quasiment généralisé de la planète, du fait que voilà, les ressources agricoles n'ont pas pu être mises en œuvre comme d'habitude. Et puis, tout le monde sait qu'en période de difficulté, eh bien, les accapareurs font leur beurre et que ça marche toujours, ça a toujours marché comme ça dans toute l'histoire. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Eh bien, dans une période d'éventuelle pénurie alimentaire, qu'est-ce que trouve rien de mieux le gouvernement français à faire? C'est de brader les stocks de blé. D'accord. Alors, ça nous fait penser au moment de la crise monétaire et financière de 2007, enfin, sous le gouvernement Sarkozy, à la Banque de France qui vend à prix réduit une partie des stocks d'or de la France. Donc le blé et l'or, c'est la même couleur, hein, tu vois. Donc, bon, on se rend bien compte quand même que l'intérêt de la France, des Français, tout ça, c'est vraiment la dernière roue du carrosse de tous ces gouvernements qui nous dirigent depuis déjà un bon moment. Quoi. Bon, enfin là, on arrive quand même à des choses beaucoup plus dangereuses que l'or, parce que le blé, ça se mange, l'or, ça ne se mange pas. Et si on arrive à des pénuries en termes
de blé, l'hiver va être très, très rigoureux. Voilà, on va connaître à nouveau des disettes. Enfin, je ne sais pas, comment est-ce possible? Comment peut-on être aussi malveillant? Comment peut-on être aussi malveillant, en fait? C'est ça le sujet. Parce que c'est tellement stupide que ça peut être que organisé et voulu, quoi. Ah bah, écoute, en période de difficulté comme ça, tu ne vas pas te mettre à aller brader tes stocks de blé. Enfin, la Russie a interdit tout mouvement sur toute sortie de ces stocks. Et Ouais. pendant qu'ils interdisent ça, nous, on va brader les nôtres. Enfin, il y a quand même un problème. Enfin, je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit. C'est quand même une décision qui a des enjeux tout à fait colossaux. Mais est-ce qu'ils ne souhaiteraient pas, l'objectif, c'est que les gens, bah, tu as bien vu au début du confinement, alors qu'il n'y a aucune pénurie, les gens se sont précipités dans des hyper, ils ont tout dévalisé. Imagine une pénurie organisée, ça va être les émeutes. Est-ce que tu ne crois pas que ça sera l'objectif de vouloir ensuite instaurer un État policier? Ah oui, ben ça, effectivement, c'est envisageable depuis le début. Et puis on voit avec cette organisation de zones de non-droit dans les banlieues qui elle-même a été organisée politiquement, hein, faut quand même le dire. Effectivement, on voit qu'il y a une malveillance vis-à-vis des Français évidente des gouvernements successifs depuis fort longtemps et que là, ça s'accélère. Il est clair que, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand même, il faut ne serait-ce que le mentionner, le fait que pendant que les Français étaient sous Ausweis, avec des peines, des peines en termes d'amende et voire de prison en cas de récidive s'ils sortaient de chez eux pour autre chose qu'aller faire leurs courses à proximité immédiate et plus d'une heure, pendant ce temps, toutes les banlieues étaient sous absence totale de contrôle. Donc, un virus ne fait pas la distinction entre une banlieue et le reste du pays. Donc, si tu veux, ça a généré en fait une permanence des foyers infectieux qui justifie après, si tu veux, de grandes précautions de déconfinement, parce qu'en effet, le virus est encore là. Tu vois, donc il y a quand même des tas de décisions qu'il faut et d'événements qu'il faut mettre en perspective pour comprendre le tableau d'ensemble qui est quand même extrêmement sombre sur les intérêts de ce qui nous sert de gouvernement. Enfin, Tout à tu fait. as raison. Et puis, il est à peu près clair maintenant pour tous les gens qui réfléchissent un petit peu que, en effet, la guerre civile est une option pour ces gens-là, pour ceux qui ont le pouvoir, qui permettra éventuellement de restaurer leur ordre d'une façon beaucoup plus autoritaire que ça ne l'est aujourd'hui. Hum. Mais on voit bien, c'est ce que je t'ai expliqué, on est déjà dans des zones de non-droit, de non-respect de tout ordre juridique et de toute hiérarchie des normes actuellement. Donc, finalement, le saut sera plus un saut quantitatif que qualitatif. Hum. Et je vois, c'est pareil en Italie, hein, alors que il y a beaucoup d'Italiens maintenant qui commencent à être rationnés et à avoir faim, parce que évidemment l'Italie est beaucoup plus endettée que la France, hein. La décision du gouvernement des gauchistes, c'est de légaliser les migrants et de favoriser l'immigration massive. Ah oui, bah écoute, tu as vu aussi. Ah, voilà, ça me fait penser encore à une décision de notre gouvernement à nous, qui dit dans un premier temps, avec cette prorogation d'état d'urgence, les frontières vont être arrêtées et tous les gens qui viennent de l'extérieur seront mis en quarantaine, voire un peu musclés. Voilà. Et puis, 2 jours après, un démenti officiel qui dit: ah ben non, en fait, tous les gens qui viennent de l'espace Schengen ne sont pas concernés. Donc, c'est grotesque, hein. Je veux dire, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous sommes vraiment dans une zone là, une zone grise qui peut basculer soit dans le blanc, soit dans le noir à tout instant, vraiment. Et chez nous, c'est au niveau juridique, on a pris l'habitude maintenant de fonctionner dans un état de non-droit. Donc, c'est vrai que rétablir un ordre public dans ces conditions, ça risque d'être de toute façon très, très difficile. Mmh. Ouais, c'est sûr. Je vois pas trop comment ça va se passer, quoi. Non, ça va être tendu, mais ça va jouer là, hein, dans les 2 3 semaines qui viennent, hein. Oui, j'ai cassé ma boule de cristal. Excuse-moi, Sylvano. Je pourrais pas t'en dire plus là-dessus, mais c'est vrai que, enfin bon, on sent bien qu'on est sur la corde raide et que voilà, c'est actuel. Et puis l'automne risque d'être très très difficile et l'hiver qui suit encore plus. Donc, Mmh. Ouais, c'est ça.
Mais parce que, oui, moi, je dis ça pourquoi 2-3 semaines? Parce que dans 2-3 semaines, il n'y aura plus de pandémie, hein. Ça, après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, deuxième vague, troisième vague, sixième vague, Ah ça sera... oui, mais il y aura peut-être d'autres coronavirus et puis d'autres virus qui ne sont pas corona. Enfin, tu sais, tout est envisageable, Sylvano. Ben, je veux dire, avec l'hystérie collective que les médias et les politiques ont diffusée, enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, en si bon chemin. Hein. Et puis les gens sont habitués maintenant à être confinés, à avoir peur. Enfin, voilà. Mais il y en a beaucoup qui se sont réveillés quand même, Valérie, tu sais, par rapport au début, hein. Bah écoute, T'inquiète pas. mieux tard que jamais. Parce que moi, je vois le système de droit dériver quand même déjà depuis un moment. Hein. C'était Ouais. pas visible au quotidien, mais c'est des tendances de fond qui ont forcément, à un moment ou à un autre, un aboutissement. Hein. Et donc, au niveau droit juridique, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même des gens qui vont attaquer en justice, non? Ah bah oui, oui, oui. Bah, toi-même, je crois que tu as fait une vidéo fort bien documentée et très intéressante sur ça. Régis de Castelnau est bien monté au créneau aussi. Non, non, il y a des avocats qui sont en pointe pour aller se plaindre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Sénat a pris peur. C'est que les élus vont être mis sur la sellette, mais que derrière les élus, bon, bah, il y a une centralisation, euh, comment dirais-je, collective, une centralisation vraiment par des intérêts privés. Et c'est ça qui va ressortir. Donc après, je ne sais pas comment une collectivité, devant l'évidence, va réagir, si tu veux. Parce que le problème, c'est que ça risque de faire tomber beaucoup de têtes et on se rendra compte que finalement, il n'y a plus personne. Enfin, non, mais c'est le risque, le danger immédiat, c'est de se dire, bah voilà, si on met en cause des responsables, qu'est-ce qui reste derrière? Bah, c'est le vide interstellaire. Nous sommes dans le cosmos. Tu vois, le cosmos juridique. Donc oui, enfin, de toute façon, on est dans une situation extrêmement dangereuse et puis, je dirais, inédite, parce que même pendant la Seconde Guerre mondiale, on savait identifier l'ennemi, alors que là, l'ennemi est resté comment, tapis dans l'ombre pendant tellement longtemps que maintenant qu'il se met à apparaître, les gens ne comprennent pas. Enfin, si tu veux, c'est une sorte de sidération collective, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça dépasse leur entendement, ils ne comprennent plus là ce qui se passe. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Je veux dire, quand on a des manœuvres souterraines comme ça qui ne montrent pas leur vrai visage, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, ça relève de ce qu'on disait tout à l'heure sur la démocratie. Les gens s'intéressent plus à la politique. Pourquoi? Mais voilà, parce que souterrainement, tout a changé. Le paysage a été radicalement modifié et que les gens n'ont plus accès à rien. En fait, tout est verrouillé. Donc, à partir du moment où tu n'as plus accès à rien, bah, soit tu changes tout, soit tu changes rien, en fait. C'est tout à fait ça. Eh bien, écoute, Valérie, hein, on fera de nouveau le point dans 3 semaines, un mois. Hein, tu seras de nouveau invité. Tu es en pleine forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci, Yano, de m'avoir réinvité. Hein. Et puis, oui, oui, moi, je suis tes émissions avec grand intérêt, parce qu'elles sont toujours très, très pertinentes. Ben, merci, Valérie. De toute façon, tant que les grands médias te censurent, tu passes chez moi. Il n'y a, y a pas de souci. Mais je ne suis pas tellement triste de ne pas passer dans les grands médias, tu sais. Ça ne me manque pas plus que ça. Voilà. Oui, mais c'est pour éveiller les gens, Valérie, c'est pour éveiller les gens. Et c'est pour ça que tu ne passes pas, parce qu'ils ont dit non, elle va en réveiller quelques-uns qui dormaient. C'est trop risqué, quoi. Oui, ça, effectivement. De toute façon, moi, avec ou sans moi, je pense que là, le réveil est en cours. Donc, il y a quand même du souci à se faire. Voilà, sur cette note positive que je partage. Merci Valérie, à bientôt. Merci Bye bye. Sylvano, à bientôt.